Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée à The Falcon and the Winter Soldier épisode 4 avec bien sûr mon avis, puis ensuite quelques références et enfin des théories sur ce qui pourrait arriver dans les deux derniers épisodes puisque cette saison compte 6 épisodes et bien sûr si vous avez envie de découvrir cette série WandaVision et tout le reste, eh bien vous pouvez le faire en regardant Disney+, bien sûr, et pour vous abonner, vous trouverez un lien en description de la vidéo et vous soutiendrez la chaîne au passage, donc merci d'avance à vous. Il peut parfois être difficile de porter un avis mesuré sur un épisode qui commence et surtout qui finit aussi fort. Et oui, comme dans un combat de MMA dans lequel les juges risquent de surtout retenir le dernier round, les spectateurs pardonnent parfois un milieu un peu poussif quand la conclusion est aussi marquante que le dévoiement d'un symbole d'espoir en celui d'une violence inouïe. Beaucoup de monde retient donc ce final très marquant et à juste titre. Ceci dit, dans l'ensemble, personnellement, je reste plutôt mitigé. Ce n'est pas un mauvais épisode de mon point de vue, mais ce n'est pas non plus un épisode au niveau de ce que j'espérais pour cette série. Comme je le disais, l'épisode commence fort également avec ce test ultime de la libération de l'esprit de Bucky lors de ce flashback au Wakanda qui vient souligner une relation particulière entre Ayo et lui. C'est elle qui a prononcé les fameux mots de contrôle suite au traitement mené par Shuri. La détresse et la délivrance qu'on pouvait lire sur le visage de Sebastian Stan étaient très convaincantes. Et même au-delà de cette belle introduction et de ce final sanglant, il y avait d'autres éléments qui fonctionnaient bien dans cet épisode, et notamment Zemo. Ce personnage risque de sortir de la série avec de nombreuses et légitimes attentes autour de lui. Zemo est intelligent, rusé, sans pitié. Il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Attention toutefois à ne pas le confondre avec un héros car il s'agit là sans doute d'un piège sciemment tendu aux spectateurs. Et même si c'est vrai, on peut comprendre la logique qu'on trouve derrière le discours et les actes de Zemo, il faut quand même se souvenir de ce que Sam souligne lors de leur échange alors que Zemo récupère qu'il est sur le canapé et il lui dit qu'il se prend en quelque sorte pour une justice divine et ça c'est rarement bon signe quant aux véritables objectifs d'une personne. Et surtout, à mes yeux, ce baron Zemo bénéficie d'une règle qui malheureusement n'est pas suffisamment appliquée à certains des autres personnages de la série. Il s'agit de la règle du show don't tell, montrer et ne pas dire, une règle qu'on applique déjà dans les romans, en tout cas ceux qui sont bien écrits, mais qui s'applique aussi bien sûr aux œuvres audiovisuelles. Très concrètement, on nous montre que Zemo est plus alerte, plus habile, plus efficace, il profite toujours de son environnement, il saisit les occasions, il se trouve là où on ne l'attend pas. Et c'est tout le contraire ou presque de personnages comme Karli Morgenthau et ses Flag Smashers qui au final font peu et parlent beaucoup, surtout pour expliquer aux spectateurs ce qu'ils sont censés être et ce pourquoi ils se battent. Et il me semble que pour John Walker, c'est un petit peu le même constat que pour Karli, même si c'est un peu moins prononcé, notamment grâce à ce final de l'épisode 4, qui était certes prévisible, mais au moins qui fonctionne bien. Mais malheureusement reste un raté assez formidable quand même de mon point de vue au sujet de John Walker, à savoir cette injection du sérum qui se fait hors caméra alors qu'il s'agit de toute évidence d'un tournant essentiel dans la vie, dans l'évolution de ce personnage. La semaine dernière j'émettais la théorie d'une mort de Lemar qui ferait basculer John Walker, ce qui est arrivé plus ou moins, mais sans que Walker ne soit directement responsable de cette mort. Du côté de Sam et Bucky maintenant, je trouve qu'on reste encore beaucoup dans le blabla plutôt que dans la mise en œuvre de leurs convictions. Ils restent suiveurs des événements plutôt qu'initiateurs, sauf quand Sam propose justement d'aller parler seul à seul avec Karli. En termes de degré de puissance maintenant, autre sujet, je reste relativement déçu par Bucky et plus précisément par l'absence totale du moindre usage inventif ou simplement efficace, de son bras en vibranium, si ce n'est pour le faire tomber par terre pour mettre en valeur Ayo. Et attention, en soi, ça ne me gêne absolument pas qu'Ayo soit mise en valeur, puisque les Dora Milaje, je les adore dès la toute première fois où on les a découvertes à l'écran, mais un peu dommage que cela se fasse aux dépens de Bucky, même si il faut aussi bien comprendre que cette scène où Ayo va faire tomber le bras de Bucky par terre, eh bien elle est là pour souligner que le soutien du Wakanda ne peut pas être à sens unique, et elle le rappelle assez brusquement à Bucky. Et à côté de ça, de cette relative faiblesse de Bucky quand même, on a Sam Wilson qui va réussir à placer un coup de pied sauté retourné sur Karli, alors même qu'elle a bien sûr du sérum de super soldat dans les veines,
Alors autant que ce type de coup passe contre Batroc, ça ne me pose pas de problème, mais sur quelqu'un qui a le sérum, un peu plus. Sur le fond, je suis parfaitement d'accord avec la notion selon laquelle le talent en arts martiaux joue et que les seules capacités athlétiques ne suffisent pas, mais il faudrait que l'ensemble soit géré de manière plus cohérente et justement en respectant les dizaines d'années de combat que Bucky a derrière lui, ce qui devrait lui permettre de surclasser nettement la plupart des autres super soldats. De manière générale, je trouve que les combats sont trop brefs ou qu'ils souffrent de plans trop rapprochés, trop rapides, même s'il y a quelques belles choses quand même à sauver au milieu de ce Capharnaüm. Et notamment parmi les choses à sauver sans doute, pour que vous ne me croyiez pas trop dur gratuitement, ce n'est pas le cas, je pense qu'il y a notamment ce combat contre les Dora Milaje, on a quelques petites séquences qui sont quand même bien chorégraphiées. Et puis bon, il reste 2 épisodes, donc j'attendrai quoi qu'il en soit la fin de la série, pour juger sa qualité d'ensemble, bien sûr, mais aussi la qualité de ses scènes d'action et particulièrement de combat. Concernant le propos de fond maintenant sur le rapport entre super pouvoir et suprémacisme, ce n'est pas inintéressant. Le problème, c'est que le MCU nous montre depuis 13 ans maintenant que des personnes dotées de capacités surhumaines peuvent effectivement faire le bien et sauver le monde. Plutôt que les super pouvoirs en eux-mêmes, c'est plutôt le sujet du pouvoir entre les mains d'une élite ou d'un système préétabli qui pourrait être visé plus distinctement. Le souci, c'est qu'on fait ce point de vue, celui de Karli, tout en la décrédibilisant immédiatement de par ses dérives extrémistes et terroristes. Bah oui, parce que bon, en termes d'évolution un peu rapide, de façon chelou, on va dire, de personnage, on a quand même cette opposante anticapitaliste, anti-frontière, etc., qui passait très rapidement à la meurtrière qui va menacer la vie d'enfants au téléphone. C'est bizarre. Et à côté de ça, on a Sam Wilson qui nous dit qu'il partage le point de vue de Karli, qu'il partage son combat, mais pas sa façon de le mener. Alors moi je veux bien, mais reste à voir ce qu'il fera lorsqu'il sera en mesure d'incarner un véritable idéal, ce qu'il ne devrait plus trop tarder a priori. Pour relever quelques références maintenant, commençons par Zemo et sa comptine Black Sheep. On remarque qu'il remplace Little Boy par Little Girl, car il sait déjà qu'il va tenter d'obtenir l'information de la petite fille grâce à ses loukoums. Concernant cette comptine, même si son origine historique précise est a priori impossible à déterminer, eh bien on sait qu'elle traite du pouvoir, de l'iniquité du pouvoir, de l'impôt pesant sur le peuple. Et bon, forcément, ce type de sujet, ça fonctionne toujours très bien quand on va s'adresser à des personnes en situation de précarité extrême. Et là, on voit bien sûr un petit aperçu de l'intelligence, de la capacité d'adaptation de Zemo, contrairement à ces 2 comparses qui n'ont pas récupéré beaucoup d'informations. Concernant le Flag Smasher qui a été vaguement développé expressément pour mourir à la fin de l'épisode, le fait qu'il était un fan de Captain America dans son enfance rend évidemment son destin d'autant plus tragique. Par ailleurs, dans sa discussion avec Karli, on découvre qu'elle pense, comme Sam, que le bouclier aurait dû être détruit. Toutefois, il est clair que Sam est déjà au stade de réflexion suivant où il ne tardera pas à l'atteindre. Ce bouclier doit retrouver la dignité associée à Steve Rogers, qui savait justement que, quelle que soit l'époque, ne pas se compromettre, ne pas se salir les mains, comme disait le Flag Smasher, n'est pas un luxe pour un héros, au contraire, c'est une règle absolue. Ah oui, parce qu'il est quand même assez difficile d'imaginer Steve Rogers en train de faire exploser un bâtiment dans lequel des gens sont attachés, ça lui correspond pas trop. Pour continuer sur ce thème, on reconnaît bien sûr dans la scène finale de l'exécution à coups de bouclier le pendant sombre à la conclusion du combat entre Tony et Steve dans Civil War, rien de tel pour souligner la différence fondamentale entre Steve et John. Quant à la foule qui filme au smartphone sur la place, on peut aussi penser à Black Panther quand T'Challa hésite à tuer Ulysse Klaue en Corée du Sud. Revenons maintenant à John Walker et à Lemar Hoskins, sachant que ce dernier servait au moins symboliquement de conscience de guide moral à John. Lemar a une expression en particulier quand Sam et John évoquent les soldats souffrant de syndrome post-traumatique qui pourrait laisser supposer que c'est justement le cas de John. La conversation autour des événements qui ont valu 3 médailles à John en Afghanistan laisse clairement entendre qu'ils sont passés par des moments particulièrement durs et horribles. Et à cela, il faut encore ajouter la remarque assez directe, assez cash de Bucky. Je sais reconnaître un fou quand j'en vois un, parce que j'en suis un, et décidément, ce John Walker n'est pas très clair. Mais le drame, c'est bien sûr que Lemar a confiance dans le jugement de John, et ce qui finira de convaincre ce dernier de prendre le sérum, c'est justement cette confiance. Pour le reste, on a bien compris que la charge de vouloir remplacer Steve est écrasante et que les combats perdus, aussi bien contre les Flag Smashers que contre les Dora Milaje, qui n'ont même pas de sérum bien sûr, ont démontré à John que sa force
et ses capacités naturelles étaient au final bien peu de choses. Pendant le combat fatidique, Lemar se jette au-devant d'un danger énorme pour empêcher que Jon ne se fasse poignarder. Il meurt en héros, tué par un poteau pour sauver le sien. Alors je vous laisse un peu de temps pour celle-ci. Malheureusement, dès la mort de Lemar, les actions de Jon vont venir contredire la confiance que son camarade avait en lui. En quelque sorte, tuer le Flag Smasher de cette manière, sur un monument qui plus est, était la pire façon de faire honneur à la mémoire de son ami et coéquipier. On peut remarquer justement au passage que ce monument est un symbole de patriotisme letton, et le patriotisme, du point de vue du moins des Flag Smashers, mène inexorablement vers le suprémacisme et l'oppression. Et ce symbole est doublement problématique lorsque les images du cap au bouclier ensanglanté feront le tour du monde. Au cours de l'épisode, quelques moments préfiguraient déjà cette conclusion terrible. On avait par exemple l'impatience de John Walker et surtout sa question à Bucky « Veux-tu vraiment avoir le sang de ton coéquipier sur les mains ?» Et enfin, la réaction de John Walker face à Sam Wilson qui lui tient tête, c'est directement d'en venir aux mains. Ils allaient se battre avant l'arrivée des Dora Milaje, et cela renvoie directement au tout début de l'épisode 2 dans le vestiaire, alors que Lemar expliquait à Jon, lui rappelait qu'on ne peut pas se sortir de toutes les situations à coups de poing. Sur un autre échange, celui de Sam et Carly, cette dernière affirme combattre ceux qui veulent prendre la maison de Sam. Alors je n'ai pas complètement compris si elle faisait alors référence à la maison familiale de Sam ou carrément aux États-Unis. Dans le premier cas, si elle fait référence à la maison familiale de Sam et de sa sœur, je ne vois pas comment elle serait au courant, à moins que j'ai oublié quelque chose. Et si elle parle des États-Unis, c'est quand même assez énorme et on n'en parle plus après. C'est bizarre. Concernant Bucky, lorsqu'il remet son bras en place, on reconnaît le mouvement identique à celui du film The Winter Soldier, de même que la façon dont il jongle avec le couteau avant de le lancer, pour prévenir à son ennemi que s'il avait voulu, il serait mort. En parlant de mouvements cool, on a aussi celui de la Dora Milaje qui récupère le bouclier au sol, comme Steve dans la fameuse scène de l'ascenseur. On sent la tentation ici de conserver le bouclier, puisqu'il est bien évidemment en vibranium. Et pour tout ce qui concerne Sharon Carter dans cet épisode, je préfère l'aborder dans la partie théorie, et ça tombe bien, elle commence maintenant. De toute évidence et selon les informations disponibles, dans l'épisode 5, donc de la semaine prochaine, Sam et Bucky se rendront en Louisiane. On peut se souvenir que les bandes annonces montraient notamment un entraînement de Sam et Bucky au bouclier dans un environnement qui correspond carrément à la Louisiane. Alors reste à voir comment ils vont avoir le bouclier entre les mains. Est-ce que les États-Unis vont destituer John Walker, lui dire « t'es plus Captain America mon gars » et donner carrément, rendre le bouclier à Sam, ou est-ce que Bucky et Sam vont le récupérer par la force, par le subterfuge? Ça me semble moins probable maintenant, mais on verra bien. Sachez aussi qu'il y a pas mal de teasing, de rumeurs autour d'un caméo assez intéressant qui surviendrait dans cet épisode 5, mais bon, ne vous emballez pas, ne vous attendez pas à quelque chose d'énorme, sinon vous risqueriez sans doute d'être déçus. On peut seulement s'attendre à un ou une actrice assez connue a priori, et dans un rôle qu'on n'aurait jamais vu avant dans le MCU et qu'on ne reverrait pas après cet épisode. Donc sur la base de ces maigres éléments, à vous de jouer aux devinettes. De mon point de vue, cet épisode 4 continue d'alimenter l'idée selon laquelle Sharon Carter serait bel et bien le Power Broker, ce personnage dont on parle beaucoup sans jamais le voir, en mode magicien d'Oz. Et donc peut-être, comme je vous le disais la semaine dernière, que Sharon se cache derrière ce nom, ceci expliquant sa fortune et les hommes de main à sa disposition, sans parler des satellites auxquels elle aurait donc accès. Le plan de Sharon, avec tout cet espace à gauche, participe aussi de cette impression d'étrangeté autour du personnage. Alors je vais y revenir rapidement, mais j'avais déjà évoqué la plupart des pistes possibles concernant Sharon Carter dans la partie théorie de ma vidéo consacrée à l'épisode 3. Alors elle peut éventuellement être une Skrull bien sûr, et si elle ne l'est pas, elle peut être le Power Broker sans être pour autant tout en haut de l'échelle hiérarchique cachée, puisqu'on peut parfaitement imaginer que certaines personnes du GRC, par exemple, tirent les ficelles, ou même bien sûr quelqu'un d'une agence du gouvernement américain, que sais-je, et qui ont des projets qu'on découvrirait dans les 2 derniers épisodes, mais à voir si on aura assez de temps pour ça. Du côté de John Walker, maintenant, son avenir semble bel et bien se diriger vers celui de US Agent, cette identité qu'il a dans les comics après avoir été brièvement Captain America, et donc qui serait comme un commando secret au service d'une agence comme celle que je pouvais évoquer juste auparavant, une agence qui serait bien contente d'avoir sous la main un super soldat capable de tuer sur commande, plus ou moins.
Du côté des Flag Smashers, maintenant, on peut supposer qu'ils vont tenter un gros coup, puis c'est généralement vers la fin de la série qu'on a les trucs les plus impressionnants, donc je pense qu'ils pourraient viser une cible bien plus importante qu'auparavant, par exemple les membres dirigeants de ce fameux GRC, parce qu'il faudrait qu'on les voit à un moment ou un autre, ce serait cool, et puis là, si ils ont le couteau sous la gorge littéralement, peut-être qu'ils auront l'oreille un peu plus ouverte aux revendications de Karli Morgenthau. Concernant Helmut Zemo enfin, un peu délicat de prévoir l'avenir de ce personnage, alors on se doute qu'on le verrait difficilement à la tête d'un groupe de personnes avec des super pouvoirs comme les Thunderbolts. Ce serait complètement contraire aux convictions qu'il a exprimées jusqu'à présent. Mais alors comment lui conserver une certaine pertinence dans la suite du MCU, parce que je pense qu'on aura envie de le voir un peu plus, ce baron Zemo, eh bien peut-être en l'associant à un groupe qui serait justement particulièrement opposé, tout comme lui, aux super pouvoirs. Et on peut penser peut-être à certains éléments du SWORD, comme par exemple Tyler Hayward, même si a priori là il n'est plus trop en état de faire quoi que ce soit, mais sans trop spoiler la fin de WandaVision, mais donc c'est qui était le directeur exécutif temporaire du SWORD dans WandaVision, mais on peut aussi penser à d'autres organisations comme l'AIM, etc., si on les retrouve sous une forme de nouvelle, je n'en sais rien, mais vous voyez un petit peu l'idée, enfin j'espère. Enfin, pour terminer sur une note légère et même carrément romantique, que voulez-vous, on ne se refait pas, mais attention, ce n'est pas une théorie, mais je verrais bien Bucky et Ayo en couple. Bon, c'est vrai que la serveuse du premier épisode ne serait pas très contente, et elle, il y a de fortes chances qu'en fin de série, on voit Bucky revenir vers elle pour lui proposer un nouveau rencard. Ça, c'est plus une théorie qui tient à la route. Bon, quoi qu'il en soit, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser le pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Sinon, je serai obligé de vous faire avaler 1 kg de loukoum goût After Eight. Et je vous laisse imaginer cette horreur totale. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!